Dernier numéro de Sport Plus du premier mois de l'année 2019. Au menu, plusieurs disciplines. Le football avec les championnats nationaux de Ligue 1 et Ligue 2, la CAN U20 Niger 2019, la première édition du tournoi de handball Foot Tour organisé par la Ligue du Sud, 2 arts martiaux, le taekwondo, les états généraux de cette discipline et l'Open de Paris de karaté 2019. Bonjour Anouar Gabou. Bonjour Layo Sadia Benon, bonjour aux téléspectateurs, nous sommes encore en rendez-vous. René Sago, bonjour. Bonjour Layo, c'est bonjour aux amis téléspectateurs, merci de nous rejoindre. Mes meilleurs voeux à Fidèle à Koludia. Meilleurs voeux à vous, Layo Sadia Benon, meilleurs voeux également à tous les téléspectateurs des AE TV. Heureux de vous retrouver une fois encore. Je pense que nous avons fait l'aventure tout au long de cette année 2019. Nous démarrons cette émission par le point sur la 13e journée de la Vitalor Ligue 1 qui s'est déroulée le week-end écoulé. ESAE FC a calé à domicile face à Beke de Bembereke le dimanche dernier. Défaite de Richard Bio et de ses hommes, 1-2. Suivons quelques moments forts de la rencontre. Les deux entraîneurs ont débriefé le match au coup de sifflet final. Suivons-les. En seconde partie, on n'a pas répété les efforts qu'on a fournis en première partie. C'est ce qui a été la cause de notre défaite ce soir. Je joue avec beaucoup de blessés. Il y a des gens qui jouent malgré, parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Il faut faire avec. Vous pouvez vous imaginer, je tourne avec 20 joueurs. Vous voyez, sur 30, 20 joueurs. Alors quand vous faites un match et vous avez un qui prend un carton rouge et vous avez 3 blessés, vous voyez ce que ça donne sur un effectif de 20 joueurs. Voilà, c'est ça. Nous sommes d'un match, ça se joue 90 minutes. Donc, si vous l'avez pu remarquer, nous avons, ESAE n'a pas dominé. Nous avons eu des occasions, mais seulement notre attaque n'a pas été... Il n'y avait pas de percussion en attaque. Ils ont manqué de lucidité et de fraîcheur physique. Donc cela a fait qu'en première partie, nous n'avons pas pu marquer. Donc après les remplacements, on s'est dit à la mi-temps qu'il faut, ce n'est pas un match à gagner donc, et à perdre, je vous en prie. Donc, et les remplaçants sont rentrés et ils ont fait l'essentiel. L'essentiel, c'est de gagner le match. Et une satisfaction à moitié, je peux le dire, parce que nous revenons de très loin. Nous avons connu des difficultés. Bon voilà, depuis 4 journées, on a commencé par engranger des points. Donc c'est une satisfaction et en même temps une motivation pour les matchs à venir. ESAE FC marque encore le pas dans son ambition de remonter au classement dans cette Ligue 1 2018-2019. Anouar Gabou. Bien sûr, il faut dire que pour ce club, je veux dire que c'est, comme le dit, un pas en avant, 2 en arrière. Et ça patine. Et sur ce match-là, franchement, je ne sais pas comment l'expliquer. Seulement que la seule chose que j'ai pu déceler, c'est ESAE n'arrivent pas à faire match plein. Ils font une bonne première mi-temps. La seconde, vous constatez qu'il y a toujours le déficit physique qui est là. Fidèle à Koludia, ESAE qui n'arrive toujours pas à aligner
des prestations dans la durée, être constant sur la durée. Oui, oui, c'est avec amertume qu'on constate que Esaü n'arrive pas à aligner des prestations aussi meilleures comme au début du championnat. Je ne sais pas la raison pour laquelle ça patine au niveau de Esaü. Il va falloir qu'on appelle un jour le coach Richard sur ce plateau pour qu'il nous explique vraiment les tenants et les aboutissants. Parce que quand vous avez suivi un peu la prestation de Esaü, ils ont très bien joué, mais on ne sait pas pourquoi l'alchimie ne prend pas encore, pourquoi la mayonnaise ne prend pas encore pour que Esaü puisse jouer les premiers rôles dans ce championnat. Mais comme on a l'habitude de dire, c'est 36 journées, on entend de voir. On entend de voir, mais je peux vous le dire que Esaü compose souvent avec des blessés parce que sur le dernier match, Esaü a joué avec un effectif réduit. Ce n'est pas une excuse, mais c'est la réalité. Et sur ce match, nous avons eu quelques faits de jeu. On dit souvent que dans le football, on compose toujours avec les faits de jeu. 2 ballons de football sur l'aide de jeu au moment où Béké aggravait le score. Suivez un peu les images et on commente. Et avec René Sagbo, 2 ballons de football dans la surface de réparation de Esaü FC. Malgré ça, l'arbitre a validé le but. Ben, l'arbitre a validé le but. A priori, c'est chose curieuse, mais quelque part, il faut le dire, il est un homme et il était sur le coup de l'action. Je pense que les réserves techniques en la matière doivent être faites par l'équipe qui se sent frustrée et espérer peut-être que la commission d'homologation puisse s'exprimer sur ce cas de jeu. Mais c'est vraiment inédit qu'on ait 2 ballons sur l'aire de jeu. Je me demande pourquoi le juge de touche n'est pas averti à temps le directeur de la partie pour qu'on en arrive là. Voilà assez d'interrogations, 2 juges de touche, un arbitre de réserve et le directeur de la partie, et on en arrive à cette situation, c'est vraiment déplorable. Je crois, Larus Sadiagbeno, que c'est une situation qu'il faut déplorer parce que pour les règles que je sais, lorsque le ballon gênant, c'est le terme technique qu'ils utilisent, lorsque le ballon gênant est dans le champ de l'action, l'arbitre doit pouvoir arrêter le match et sortir le ballon et reprendre le jeu. Mais le ballon était dans la surface de réparation de Esaü. Et donc, mieux encore, le joueur Clément Davon qui a inscrit ce second but pour le compte de Béké FC a frappé à côté du ballon. Justement, c'est ce que j'allais dire. Le ballon était dans le champ de l'action. Et vous allez voir que lorsqu'il frappait le ballon, lorsqu'il mettait le pied, le ballon était à peine 1 mètre ou 2 mètres. Je ne peux pas dire n'importe quoi. En tout cas, c'est à quelques mètres du ballon qu'il a frappé dans le champ. Et l'arbitre, en voulant valider le but, il faisait même sa course, il terminait sa course devant le ballon gênant qui était dans la surface de réparation. Et pourtant, il a validé le but. Je lui dis, mais attends, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est là où je peux accuser l'équipe de Esaü. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Parce que quand ça arrive comme ça, on arrête le match, on porte une réserve technique à l'instant où ça se passe et on arrête le match où on veut porter une réserve technique. On dit qu'il y a quoi? Ben oui, à ce moment-là, et on met la minute, le temps pour pouvoir porter la réserve technique afin que cela puisse mordre. Donc je ne sais pas s'ils l'ont fait pour obtenir gain de cause. Sinon, l'arbitre, le deuxième assistant de l'arbitre principal sur cette rencontre a appelé le directeur de la partie. Les 2 hommes ont échangé. Après cela, l'arbitre a validé le. C'est là où je dis. C'est lui seul qui peut expliquer ce qui s'est passé sur cette action. Je ne pense pas qu'il y a une explication à Korodia. Oui, c'est déplorable, et c'est des choses qui sont source des fois de conflits à des moments donnés. Beaucoup de conflits. Parce que heureusement que les supporters de Esaü sont des sages. Il faut dire les supporters de Cotonou. Parce que si c'était à l'intérieur, sur les stades... Imaginez que ça s'est passé au stade Biogera. C'est vrai. C'est même trop. Hein. On va le dire ici. Heureusement que les supporters sont très très sages et ils ont su se calmer et voir
la suite que va donner la commission d'homologation. Je pense pour ma part qu'il va falloir que les choses se passent dans les règles de l'art pour qu'on n'en arrive pas là. Parce que c'est de notoriété publique. Hein. S'il y a 2 ballons sur l'aire de jeu, on arrête le jeu de façon spontanée et puis on sort le ballon gênant. On n'attend pas la fin d'une action avant de dire bon, il faut sortir le ballon gênant. Non. Une fois que vous constatez qu'il y a 2 ballons sur le terrain, vous arrêtez. Surtout quand le ballon est dans le champ de vous arrêtez et automatiquement le jeu maintenant. Ce que je déplore aussi un peu, c'est vrai, c'est le moment de le dire, le rapport des arbitres, on ne le voit jamais. On ne le voit jamais. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est vrai. Ce qui s'est passé sur le terrain, oui, ce qui s'est passé sur le terrain, on a vu, mais le rapport des arbitres, on ne le voit jamais. Et c'est à base de ces rapports que les autres décident. On ne sait pas si le rapport est biaisé ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a possibilité au capitaine de lire le rapport des arbitres, je ne sais pas. Si ça n'existe pas, je ne sais pas s'il faut réinventer une autre loi pour ça. Sinon, c'est comme si vous finissez le jeu, l'arbitre a la possibilité d'aller pondre le rapport qu'il veut et c'est ça que les autres prennent en compte. Et c'est bien de l'avoir évoqué parce que nous allons revenir sur les rapports, ces rapports qu'élaborent les arbitres à la fin des matchs parce que le Bénin a subi la semaine dernière, en fin de semaine dernière, les affres de ces productions de nos hommes en noir, comme on les appelle. Bon, on va enchaîner avec ce match, le match AS Police. Le match AS Police JSP qui s'est déroulé le vendredi dernier en ouverture de cette 13e journée du championnat national de football de première division. Les protégés du président Bruno Atu Didavi se sont imposés 2-0 contre les policiers et les enfoncent davantage dans les profondeurs du classement. Nous allons suivre les réactions des patrons des encadrements techniques de ces 2 formations. J'ai préparé les gars à pouvoir tenir à cette séance pendant la semaine. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire. Je sais que c'est pas facile. C'est vrai que je viens de prendre les rênes de l'équipe et puis je me disais que les choses allaient démarrer. Mais je crois qu'il y a encore du travail à faire pour que et ne pas perdre d'espoir. Je pense que c'est juste un problème de relâchement au niveau de la défense. J'ai mis 5 défenseurs aujourd'hui parce que je me disais qu'avec 5 défenseurs, on pouvait au moins limiter les dégâts. Mais je me rends compte que le problème n'est pas à ce niveau. Donc, je vais un peu revenir à moi et essayer de voir ce qu'il faut pour que ça aille. Dans un match, il faut savoir lire ce qui se passe sur le terrain. Je pense qu'à la mi-temps, j'ai dit au Poulain que c'est une équipe qui était à notre portée, ils sont prenables, donc on pouvait faire quelque chose. Je les ai mis en confiance. J'ai demandé de ramener le ballon au sol et de circuler. Et en circulant, voilà, on a eu les 2 buts. C'est le secret, ça. C'est tout le secret. On a ramené le ballon au sol, on a bien circulé, on a sorti les ballons sur les côtés, on a obtenu les 2 buts. L'AS Police aussi a fait ce qu'il peut. Je pense que il joue bien aussi, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe, il reste seulement les positionnements, ce que j'ai vu au sein de la formation. Fidèle à Korodia, l'AS Police qui change de commandant de bord, mais les résultats demeurent les mêmes. Oui, comme j'ai l'habitude de dire, le temps passe, mais la douleur persiste chez les policiers. C'est dommage. Depuis le début de ce championnat, ils n'ont rien encore gagné. Ils ont fait 4 matchs nuls, 4 points. Et à ce moment, ils sont derniers. C'est vrai, ils ont débarqué Émile Enansoua. Est-ce que c'était véritablement lui le problème de cette équipe de l'AS Police? Je ne pense pas. Je pense que les policiers doivent aller au tréfonds d'eux-mêmes pour chercher vraiment les causes réelles de leur contre-performance cette saison. Parce que l'AS Police est une grande équipe
et on ne saurait accepter que cette équipe puisse jouer les derniers rôles au niveau de ce championnat. On peut dire désormais que l'AS Police fut une grande équipe. D'accord. Où les policiers manquent de munitions dans ce championnat. Bon, est-ce qu'on va le dire comme ça? Je pense que le problème réel de l'AS Police, c'est au niveau de l'encadrement, au niveau des dirigeants. Il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas l'encadrement technique, parce que quand même, Edan Soa a été débarqué. La journée qui a suivi, ils ont fait match nul, 3 buts partout. 3 buts partout. On sait les conditions dans lesquelles ils ont fait ce match nul. Cette fois-ci, voilà, c'était comme Jacques. Cette fois-ci, qui est en difficulté. Cette fois-ci, c'était face à la GSP. Et quand vous avez suivi cette rencontre, vous allez voir que les policiers, pour la première partie, ont bien joué. Ils avaient la possibilité de scorer. Ils auraient pu mettre 4 buts en 20 minutes. Voilà. Ils n'ont pas pu. Et patatras, en seconde partie, je ne sais pas ce qui s'est passé, les vieux démons sont revenus, ils ont encaissé 2 buts. Donc moi, j'estime qu'au niveau de cette équipe de l'AS Police, ce n'est pas l'encadrement technique, parce qu'à l'étape actuelle où ils sont, même s'ils appellent José Mourinho, qui est libre d'ailleurs. Ce serait la même chose. Ce serait la même chose. Donc, c'est une thérapie. C'est bien encaissé. Donc, il va garer 2 buts peut-être devant. Voilà. C'est une thérapie de choc qu'il faut amener au niveau de cette équipe, au niveau surtout des dirigeants de cette équipe de la police. Sinon, ça ne fait pas honneur à la police républicaine. Ça ne fait pas honneur à la police républicaine. Les agents du football de la police républicaine qui souffrent le martyre dans ce championnat. Oui, ben, on l'avait dit il y a quelques semaines ici, suite à une intervention de Émile Nassouan, où il avait déjà levé un coin de voile sur les difficultés qui minent cette équipe. M. Akodo Diallo dit tout à l'heure, il a bien sûr les dirigeants, mais aussi le problème de recrutement. Il avait posé ce problème, ils n'ont pas eu le temps de pouvoir mettre en place une équipe vraiment compétitive pour ce championnat. Et on se posait la question il y a quelques semaines de savoir s'il fallait être dans une division d'élite et faire de l'improvisation. Et là, malgré le changement, on constate que les difficultés demeurent. Et apparemment, le successeur à Émile Nassouan ne sait plus où mettre la tête, apparemment. Bon, mais là, il va falloir faire avec parce qu'il s'enfonce, dernier avec 4 points moins 19. C'est vraiment difficile et tout porte à croire que l'avenir est hypothéqué pour cette équipe. Bon, espérons peut-être qu'avec le mercato qui va s'ouvrir bientôt, l'équipe soit renforcée. La police puisse être renforcée, mais avec quel joueur, c'est encore la grande interrogation. C'est là, parce que je ne pense pas que je peux, en tout cas, moi, c'est un engagement, d'accord, avec ce que je vois, 9 défaites, d'accord, en 13 journées, même dans les championnats, là où c'est bien structuré, après 6-7 défaites, il n'est plus possible de remonter. De se maintenir. De se maintenir hein, dans le championnat dans lequel vous êtes. Donc, à moins que au Bénin, les choses ne soient pas comment dire, cartésiennes comme cela, sinon l'AS Police va rétrograder. Oui, il faut avoir le courage de le dire. Il faut commencer par le dire dès maintenant. S'il ne change pas de politique au niveau de ce club, de stratégie au niveau de ce club, écoutez, qui ne compte pas sur les magouilles pour pouvoir se maintenir. Il faut commencer par le dire dès maintenant. Non. Direction, deuxième division. Ils vont rejoindre peut-être la Ligue 3. Les requins. Pourquoi pas en deuxième division. Donc il va falloir que ces dirigeants de l'AS Police puissent revoir véritablement les choses. Je ne sais pas le recrutement qu'ils vont faire pour vraiment colmater les brèches. Surtout que tout le monde compte sur le mercato. Oui, c'est vrai, tout le monde compte sur le mercato. Même les BIF également comptent sur le mercato pour pouvoir renforcer les équipes, les effectifs. Je me rappelle, la dernière fois, vous avez pris l'un des dirigeants, le vice-président de l'AS Police qui nous a dit, après le nul face à l'ASPA, que c'est l'AS Police et nous que nous allons revoir. Mais ça n'a pas changé outre mesure. Ça n'a pas changé outre mesure. Donc, ça veut dire qu'au niveau de ces dirigeants, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'ils revoient. S'ils n'étaient pas prêts pour participer au championnat, qu'ils le disent. Il faut dire, ah, attention, l'AS Police n'était pas prêt pour participer au championnat. On n'a pas les moyens. Et si c'est la deuxième division, ils n'ont qu'à prendre leur courage à deux mains pour dire, vraiment, on n'a pas les moyens. Ce n'est pas un crime.
D'accord, c'est pas écrit, on n'a pas les moyens. On n'a Mais pas les si requin en deuxième division, l'AS Police aussi peut jouer là-dedans. Pourquoi pas? Donc, si on n'a pas les armes, il ne faut pas forcer. Nous allons faire le bilan à la fin de la phase aller de cette Ligue 1 de football du Bénin. En attendant, découvrons... La phase aller, c'est combien de journées? C'est du 9 journées. 19 journées. On a déjà 13 journées. Et ils sont derniers avec 4 points. Chaque équipe doit jouer 18 matchs lors de cette phase aller. Et découvrons, comme je le disais tout à l'heure, les autres résultats de la 13e journée avec vous, René Sago. En termes de résultats, nous avons eu la belle prestation du côté de Zapota pour Dynamo d'Abomey qui s'est imposé face à l'US Craqué 3-1. Et du côté du stade René Pleven, où nous avons eu... Malgré la présence du coach portugais. Exactement, ça n'a pas marché. Au stade René Pleven, nous avons eu le hold-up des Buffs du Borgo, leader face à Énergie. Un match très emballé, mais qui a vu finalement la victoire de Bruno Adoula et de ses coéquipiers. Un but partout. Et il faut s'y aller également du côté de René Pleven le samedi, en match avancé. La victoire de l'ASPAC face à Soleil, 4-2. Et pour ce qui concerne le classement, il faut simplement dire que les Buffs restent leaders avec 28 points goal différentiel plus 3, suivi de l'ASPAC à 23 points goal différentiel plus 6. Le bon de Béquet, 21 points goal différentiel moins 7. Et dans le bas du tableau, nous avons ESAE, 14e goal différentiel moins 2, en attendant le déplacement de Aubin le week-end prochain. Et bien sûr, dans le bas du tableau, on l'a dit en l'instant, l'AS Police, 4 points moins 19. Pour ce qui concerne l'affiche de la 14e journée, il faut s'y aller du côté de Djougou, le déplacement périlleux pour l'AS Police face à Panthère, c'est le dimanche 3 février prochain. Bien sûr, la JSP qui reçoit ESAE du côté de Koubel, ça c'est la lutte entre les deux frères Didavi, Bruno et Quentin. Et bien sûr, du côté de Lokossa, nous avons Tonnerre qui va recevoir l'ASPAC de Cotonou. Merci à vous. Arnaud, vous avez quelques statistiques sur le cas Soleil FC d'Apapa. Vous avez si bien dit, c'est un cas Soleil. Je peux dire que Soleil est en crise, véritablement, parce que sur les 7 derniers matchs de ce club-là, c'est 7 défaites, 17 buts encaissés, seulement 4 de marqués. La dernière victoire du club du Soleil remonte au 6 décembre. Ils avaient battu Dynamo, si je ne m'abuse, 3-0. Et depuis, Soleil était à l'époque 3e. Vous vous figurez, avant la 14e journée, Soleil est actuellement 18e. Donc, ils ont perdu 15 places en 7 matchs. C'est la preuve que le club est en difficulté. Franchement, je ne sais pas si ce club peut se relever parce que c'est un peu dommage pour ce qu'ils vivent. Et pourtant, ils jouent, mais le résultat n'est pas au bout du... Il y a le coach Jonas Bidé qui a avoué dans le numéro dernier de Sport Plus son impuissance face à la situation que traverse son équipe. Mais justement, il dit que bon voilà, ces joueurs, il a fait son marché après les autres, et qu'il compte sur le mercato comme l'AS Police, comme tous les autres. Finalement, je ne sais pas s'il pourrait s'en sortir. Ce qui est sûr, à voir le tableau que cela présente, parce que quand vous prenez les 5 premières journées, sinon les 6 premières journées, parce qu'ils n'ont pas joué la 5e visite au repos, c'était 10 points. C'est 10 points en 5 journées, mais en 7 journées, les 7 qui ont suivi, depuis la 7e journée, Soleil, le tableau que j'ai donné, 17 buts encaissés, 4 seulement marqués. Et je peux dire, si on suit, ils pouvaient banalement se prendre 12 points et ils seront déjà dans le top 3 ou le top 4, mais ils sont 18e actuellement. Oui, et vous avez un mot? Oui, par rapport à Soleil, il faut dire que, écoutez, il ne faudrait pas que le coach nous bluffe pour dire qu'il attend le mercato. Il doit avoir un sérieux problème au niveau de ce club. Parce que, écoutez, les 5 premières journées, on a vu la prestation de ce club. On sent que, on sent que le club a de l'envie. D'accord? Il a déjà fait le recrutement avant ces 5 premières journées. Maintenant, qu'est-ce qui fait que, à partir de la 6e journée jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de descendre? Cela voudrait dire qu'il doit avoir un problème sérieux au niveau de ce club. C'est sûr que quand on va se rapprocher peut-être des joueurs ou bien de l'académie technique ou bien des dirigeants, on va déceler le problème qu'il y a dans ce club. Peut-être que les joueurs ne sont pas payés, ils ne sont pas motivés. Quand on te demande, disons, il y a Soleil, il y a tout. Non, mais écoutez, les gens peuvent faire de politiquement correct. Ils peuvent faire de politiquement correct, mais en dessous,
peut-être qu'il y a de la braise. L'ancien président de la fédération. Vous savez, les gens sont dans la superstition. On dit que c'est une politique, c'est une coalition pour faire paître Soleil et qu'on ne veut pas qu'il gagne. Sur le terrain, est-ce qu'il pose de jeu? Est-ce que c'est après les résultats qu'on dit que bon, vous avez... Non. Ils pètent le match sur le terrain. Ils sont dans la superstition. Voilà, donc il faut suivez mon regard. Sûrement qu'il doit avoir... Nous reviendrons sur ce cas, le cas Soleil et bien d'autres clubs de cette Ligue 1 de football du Bénin. Mais il faut le faire remarquer déjà que UPIB, l'avant-dernier au classement, a fait un bond. Ils sont passés de la 18e position parce qu'ils étaient... Non, 17e position à la 13e position. Il faut dire que UPIB aussi était dans les 40 ans jusqu'à ce que le coach ne pleure devant les caméras. Mais qu'est-ce qui a pu passer en temps pour que... Voilà, donc cela veut dire qu'il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir un élément déclencheur au niveau de ces corps, au niveau de ces dirigeants qui ne font pas les choses dans les règles de l'art et qui déteint sur leur club. Et quand on parle de UPI, Soleil qui est dans le creux de la vague, il faut quand même parler de l'autre côté d'un club qui a retrouvé une nouvelle jeunesse, c'est bien sûr Dynamo. Après avoir perdu à la 6e journée contre Soleil 3-0, ils ont fait une autre défaite. Mais depuis la 9e journée, Dynamo ne fait qu'engranger des victoires. En 6 matchs, ils ont gagné 5 fois, ils ont eu un repos. Donc ils ont engrangé 15 points sur les 5 derniers matchs. Et réussi à battre l'USS Clark, l'Union sportive de Saint-Clair, 3-1 avec le nouveau coach portugais qui a débarqué du stade Saint-Louis Stadium de Saint-Clair. On peut dire que la Ligue 1 de football du Bénin nous réserve beaucoup de surprises. Et ne vous faites pas raconter ces matchs tous les week-ends sur nos stades. Et nous allons rester avec vous, Arnaud Akapo, pour découvrir. Top chrono, il faut dire que le Vitalor Ligue 2 était à sa 12e journée. Quelques résultats rapidement. Requin a été tenu en chèque par Cavalier. Un but partout. Daguerre a été... elle est allée battre Taneka, 1 but contre 2. Et puis le leader, Real Parakou, est resté fidèle à lui-même. Ils ont dominé l'Estado. 1-0 au classement. On sait que Real Parakou est toujours devant avec 28 points, bien sûr, oui, avec 28 points, et ils sont suivis de Rodio qui est 2e, et puis Espoir qui est 3e en bas de tableau. On sait que c'est toujours Akanké et JSA qui sont derrière, et donc pour la prochaine journée, on aura bien sûr Dynamique 8e pardon, qui reçoit la JSA, dernier au classement. Et bien sûr Espoir 4e joue Zazira. Un match très alléchant par contre. Et Dynamo de Parakou 4e qui va recevoir Audio le 2e. Et il y aura un duel à Parakou entre Cavalier et puis Real Sport de Parakou. Entente qui est aussi un club en difficulté. Le club de l'armée sera au repos. C'est un peu bizarre que le club de la police républicaine et celui des forces armées béninoises se trouvent au même moment en situation difficile dans les championnats nationaux de Ligue 1 et Ligue 2. Mais celui qui n'est plus en situation difficile, il s'agit de Charbel Gomez. Charbel Gomez qui est revenu à Cotonou en décembre dernier pour prêter main forte à son club Esaü FC. Il est reparti depuis ce dimanche à Amiens au centre de formation de ce club de l'élite du football français pour continuer sa carrière. Et avant de partir, il a fait le point de son séjour aux côtés de ses anciens coéquipiers de Esaü FC et il en profite pour présenter ses excuses au public sportif. Je tiens à m'excuser auprès du public qui tient beaucoup à moi. Donc du coup, j'étais à Ouida pour un enterrement au fait. Donc ce qu'ils ne comprenaient pas les supporters, donc je ne les justifie pas moi. Mais je tiens à leur dire que j'étais à un enterrement parental. Donc raison pour laquelle j'étais en retard pour le match. Voilà. Je remercie d'abord mon coach
le coach Richard qui m'aide beaucoup. Je remercie aussi mes coéquipiers de ZAE qui m'ont aidé à mettre 2 buts. Bon, j'ai fait 6 matchs, j'ai mis 2 buts. C'est insuffisant pour moi. Mais bon, j'encourage mes coéquipiers et je suis sûr qu'ils vont monter leur niveau et surmonter la place qu'ils méritent. Puisqu'ils s'entraînent pratiquement tous les jours, donc avec le temps, ça va s'améliorer. Le voilà de retour dans le centre de formation d'Amiens. Et comment se passe une journée d'entraînement dans ce centre et quels sont les nouveaux objectifs du prodige du football béninois, Chabel Gomez? Il nous a répondu, suivez-le pour plus de précision. Le matin, tu te lèves à 8 h, tu prends ton petit déjeuner. Après, tu es au vestiaire 1 heure avant l'entraînement. Donc, on s'entraîne souvent à 10 h. Donc, à 9 h, tu es au vestiaire. Si tu es en retard, même 1 minute de retard, là, tu es pénalisé. Tu payes une amende de 20 €. Donc, là-bas, bon, j'ai appris beaucoup de choses quand même. Le défi à relever, c'est de remonter et jouer l'équipe première. Donc je dois beaucoup travailler et quitter l'équipe réserve pour l'équipe première. Voilà. Après chaque séance, bon, je reviens au terrain moi seul, je cours et je travaille seul à la salle de gym et un peu partout. Donc, en tout cas, je vais y arriver, Inch'Allah. Je ne suis pas un paresseux moi, je ne suis pas un paresseux. Puisque à Amiens, je travaille dur. Et voilà pourquoi ils m'ont pris. Donc je ne suis pas un paresseux. Je suis vraiment désolé pour ça, je ne suis pas un paresseux. Le ballon de football est une vie pour moi. Est une vie pour moi. Donc vous ne pouvez pas vivre sans un ballon à côté? Non, impossible. J'adore le cul orange. Fidèle à Korodia, et voilà Chabel Gomez qui part pour un stage, pour un contrat à Amiens. Oui, je pense que cette fois-ci c'est la bonne parce qu'on sait désormais qu'il part pour 3 ans. 3 ans, un stage professionnel au niveau de l'équipe réserve d'Amiens. C'est déjà une très bonne chose. C'est tout ce qu'on souhaite pour les footballeurs béninois. Et je comprends maintenant pourquoi sur les prestations de l'équipe des AE, il a un peu les pieds levés parce qu'il a un objectif devant lui. Maintenant que l'objectif est atteint, il va falloir qu'il se bonifie réellement et revenir en forme pour, pourquoi pas, les équipes nationales du Bénin d'une manière ou d'une autre. Maintenant, au-delà de ça, lui-même, il a dit que là-bas, c'est du professionnalisme pur. Ce n'est pas comme au Bénin ici où vous venez à l'entraînement quand vous voulez. Et même si on vous demande de faire l'exercice, vous faites semblant de faire l'exercice. Là-bas, ce n'est pas ça. Si vous ne faites pas les choses comme on vous le demande, non seulement vous serez sanctionné, mais ça va se ressentir sur votre prestation. Parce que au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai, le football, c'est le talent. Mais au-delà du talent, si vous n'avez pas les rudiments, si vous n'avez pas les armes qu'il faut, vous ne pouvez rien faire sur le terrain. Si Cristiano et Messi sont à ce niveau aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont eu des coachs, ils ont eu des préparateurs physiques qui les ont accompagnés d'une manière ou d'une autre pour qu'ils soient compétitifs et leur talent augmente. Leur talent fait le reste. Maintenant, si vous êtes talentueux et que vous voulez faire le malin, non seulement vous allez rester sur place, vous allez perdre. Je pense qu'après avoir dit tout ce qu'il a dit, il a intérêt à vraiment faire les choses dans les règles de l'art pour qu'on puisse compter sur lui. Et quand je dis compter sur lui, c'est le Bénin, puisse compter sur lui les années à venir. Oui, le Bénin doit compter sur lui les années à venir et le joueur l'a promis, il a promis à ses fans et supporters de l'équipe nationale qui va bosser dur
pour retrouver sa place en sélection nationale A et Arnaud Akabo? Je ne peux que mettre, je peux dire, mais pas dans ceux de fidèles à Codija pour dire, on a assez parlé, il faudrait que Chabel Gomez revienne maintenant avec plus de maturité, qu'il vienne montrer au public béninois qu'il est mature et qu'il a pris de la hauteur, qu'il a pris de la bouteille, qu'il ne vienne plus renforcer Esaü, mais qu'il vienne renforcer nos sélections nationales. Il a dit, il est passé, c'est vrai, il doit avoir 18 ans, il peut toujours jouer U20, donc U23, quand on l'appelle, qu'on sente réellement que Chabel Gomez a appris à monter, parce qu'il a le potentiel. Maintenant que ce potentiel-là se transforme réellement en certitude. Voilà. Sur l'aide de jeu. Bien sûr. On n'a plus besoin des photos sur les réseaux sociaux. Non, on veut qu'il travaille. Qu'il travaille. Je dis c'est une nouvelle aventure. C'est une nouvelle aventure pour Chabel Gomez et je pense que ce dernier doit prendre son destin en main, ce qui passe bien sûr par une discipline personnelle et surtout une nouvelle méthode de vie. Vous savez, dans l'Hexagone, ça ne badine pas, l'emploi du temps bien chargé. Il a déjà un talent à lui de se remettre au travail, revenir en sélection, oui, mais il faut qu'il puisse s'imposer d'abord au niveau de son club et comme il a dit, monter au niveau de l'équipe première. L'équipe A d'Amiens et rejoindre éventuellement Khaled Adeno. Ça ne va pas être facile, c'est beaucoup de travail, beaucoup s'imposer, se faire remarquer par son coach. Voilà tout ce qu'il faut. Je pense qu'il a désormais les coups des franges, son destin en main. C'est à lui de se mettre au travail. La presse est là pour observer et tirer les leçons. Voilà. Bonne suite de carrière à lui. Donc, et nous passons à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, Niger 2019, qui démarre le samedi prochain, 2 février 2019. Le Bénin y sera. Le Bénin y sera. Vous vous demandez, le Bénin y sera comment? Pas Quentin, c'est son grand frère. Bruno Arthur Didavi, membre de la commission d'organisation des compétitions de jeunes de la Confédération africaine de football, est parti ce matin du côté de Niamey pour représenter le Bénin. Et nous allons suivre un extrait, je vais dire, de l'interview qu'il nous a accordé avant son départ de Cotonou. Je pars pour le Niger dans le cadre de la phase finale de la CAN Junior qui aura lieu à Niamey. Donc je pars là-bas en tant que membre de la commission d'organisation des compétitions de jeunes, à savoir les juniors, les cadets, puis les olympiques. Les membres des commissions de la CAF sont sur Internet. Il suffit d'aller sur le site de la CAF et vous verrez tous les membres des commissions permanentes de la CAF. Donc il est aisé que chacun dise ce qu'il veut. L'essentiel est que vous avez constaté que je voyage. Et je ne voyage pas pour aller me promener, je voyage dans le cadre de la CAN Junior qui démarre le 2 prochain à Niamey. Vous savez, moi je suis membre du comité d'organisation, donc l'organisation complète incombe à ce groupe et qui parle d'organisation, parle de commissariat au match. En tout cas, c'est nous, la commission d'organisation, qui contrôlons l'effectivité de ce que la compétition se passe bien. Je crois que tout est fin prêt. Tout est fin prêt. Si ce n'était pas prêt, la CAF n'allait pas autoriser le démarrage. Donc il y a eu des inspections. Le comité d'organisation est allé là-bas plusieurs fois. Et d'ailleurs, j'ai un collègue qui est d'ailleurs le président du comité d'organisation et qui est membre de la même commission que moi. Donc tout est bon et ça va démarrer effectivement le 2 prochain. C'est la jeunesse, taper le ballon, c'est le fair play. Arnaud Akabo, le tournoi démarre comme je l'annonçais le samedi prochain avec un match
d'ouverture qui va opposer. Bien sûr, le pays organisateur Niger à l'Afrique du Sud pour ce match inaugural, je crois que les Nigériens, avec leur forme actuelle, attention, il y aura un match entre ces deux pays-là. Et Fidel Akorodia, pronostic pour la victoire finale, il est vrai que la compétition n'a pas encore démarré, mais vous pouvez essayer. Écoutez, je ne suis pas adepte des pronostics, mais je dis tout simplement que le meilleur gagne. Maintenant, comme Arnaud l'a dit, le Niger nous étonne avec un football chatoyant, avec des jeunes virevoltants qui ont envie de montrer que, écoutez, au pays de Issoufou, on s'est joué, on s'est tapé dans le ballon. Je pense qu'ils seront boostés par l'envie, la volonté et la fougue de leur président de fédération qu'on appelle affectueusement Pelé. Donc je pense que ce serait du tao-tao que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Et vous voyez quelle équipe? Il y a le Burkina, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Ghana qui a éliminé les écureuils juniors lors du dernier tour de ces éliminatoires. Oui, ben, il faut simplement dire que c'est une compétition qui serait vraiment enlevée parce que vous avez un certain nombre de pays, à l'instar du Mali, le Ghana, le Sénégal surtout, voilà, ces trois nations qui sont très attendues du côté de Niamey et de Maradi. Et je dis là, ça serait vraiment osé de faire un pronostic. C'est vrai qu'on a des groupes relativement relevés et nous allons attendre d'abord de voir le verdict de ce match d'ouverture entre l'Afrique du Sud et qui serait l'autre du Niger. Et je dis déjà, cette équipe nigérienne doit vraiment faire attention. Elle joue à domicile 7, mais dès qu'il aura le coup d'envoi de la compétition, les données changent, le ballon est rond pour toutes les équipes et nous souhaitons une bonne chance et qu'on puisse avoir une très belle compétition et que le meilleur gagne. Voilà. Toujours sur le continent ce week-end, on joue la 3e journée des matchs de groupe de la Ligue africaine des champions 2018-2019. Nous allons découvrir le programme avec Arnaud Akakou. Dans le groupe A, Lobista va recevoir Wydad Athletic Club de Casablanca. Mamelodi Sundowns aussi va offrir ses hospitalités à ASEC Mimosa. C'est dans ce groupe A. Et puis dans le groupe C qui est réduit désormais à 3 puisque Ismaili d'Égypte, Ismaili d'Égypte a été disqualifié de la compétition. Donc il devait recevoir le club sportif constantinois, bien sûr. Donc, ils sont disqualifiés de la compétition. Il faut dire que dans le groupe B, on aura le 2 février prochain FC Platinum qui reçoit Oroya AC. C'est le club de la Guinée-Conakry. Orlando Pirates reçoit EST, un club tunisien. Et bien sûr, il y aura un match très enlevé entre le club africain et puis le TP Mazembe, le club de Lubumbashi. C'est bien sûr le club du groupe C. Oui, je m'étais un peu trompé entre le groupe C et puis le groupe B entre-temps. Donc, dans le groupe T, on aura l'AS Vita Club qui reçoit la JS Saoura et puis Simba Sport Club va faire le déplacement chez Al-Ali pour aller au Quai. Il faut rappeler que lors de la 2e journée de ces matchs de groupe, ASEC Mimosa a battu Lobista 1-0. Mamelodi Sundowns a dominé Wydad Athletic Club de Casablanca 2-1. Je le disais tantôt, Larry Sadiagbenon, Ismaili d'Égypte, le club égyptien a été sanctionné, disqualifié, j'allais dire, de la Coupe de la Ligue africaine des clubs champions parce que après le match contre le club africain, ils étaient en train d'être menés 2-1. Et le match a été arrêté parce qu'il y a eu jet de projectiles. Donc la CAF est venue tout de suite. Il y a eu sanction. Le club est disqualifié de la compétition. Oui, et la CAF ne badine pas avec ses comportements anti-sportifs sur les stades d'Afrique. Et le Bénin également a été victime de la rigueur de la Confédération africaine de football. Et le pays est sanctionné et doit payer désormais une amende de 20 000 $ US, soit environ 11 millions de francs CFA à la Confédération à cause de la mauvaise organisation que la CAF a notée lors de la réception des FINEC de l'Algérie le 16 octobre dernier du côté du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un mot sur ça, Fidel Akorodia, le Bénin qui est doublement sanctionné parce que le Bénin est déjà privé
de son maître à jouer, Stéphane Sessayon. Et voilà que c'est encore une amende qui a été infligée au Bénin. Oui. Toujours pas par hasard, hein. Il faut souligner, pas par hasard, parce que la CAF a évoqué que le corps arbitral a été pris en partie lors de cette rencontre. Ah oui, c'est dommage qu'on en arrive là. Moi, j'ai toujours dit que quand on se fie un peu au slogan de la FIFA qui signifie que my game is a fair play, on doit tout le temps rester dans le fair play. Moi, je suis toujours gêné par ces supporters survoltés, ces supporters surexcités. Quand l'arbitre prend des décisions qui ne soient pas la meilleure pour eux, pour ces supporters, parce que l'arbitre, pour lui, peut-être est en train de prendre une meilleure décision, mais pour les supporters, ce n'est pas la meilleure et on doit s'apprendre à lui d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours, des conséquences. Je ne vous interromps pas, mais sur ce match, nous avons constaté, est-ce que les décisions de Jackson, par hasard, l'arbitre namibien, du match Bénin-Algérie d'octobre dernier, est-ce que pendant le match, les supporters ont réagi, ont mis en danger le corps arbitral? Non, mais pas pendant le match. Pas pendant le match, mais après le match. C'est juste après le match, on a suivi tout ce qui s'est passé. On ne va pas revenir sur ces événements, mais c'est dire aux supporters qu'à des moments donnés, il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. Parce que quoi, si ce n'est pas des amendes, c'est votre pays ou bien c'est votre stade qui est sanctionné d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il faut dire, la CAF ne fait pas les choses à moitié. Et je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas toujours ce que les arbitres écrivent dans leurs rapports. D'accord, on n'est pas au courant. Donc, c'est sûrement, on a été victime de ce que Pavaza et le commissaire au match ont écrit dans leur rapport. Maintenant, est-ce qu'on a la possibilité d'aller nous défendre? Non, la sanction est déjà là. Donc, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai, au-delà de tout ce que nous voulons que notre équipe gagne, il faut toujours savoir raison garder. Il faut toujours savoir raison garder parce que les instances sur le plan international ne badinent pas sur les sanctions. Ne badinent pas, eux, ils n'ont pas d'état d'âme. Et la sanction du Bénin, cette amende, cette lourde amende infligée au Bénin est justifiée selon vous? Ben, bien justifiée parce que nous avons tous vu la manière dont le trio arbitral est sorti de l'aire de jeu. Et c'est vrai qu'il a eu des jets de sachets d'eau. Certains même ont pu prendre les photos qu'on a retrouvées, pas forcément sur les réseaux sociaux, mais des photos ont circulé, vous savez. La sortie de Sessayon au cours de la rencontre, c'est ça qui a encore beaucoup énervé certains supporters, mais comme l'a dit M. Akoredia, il faudrait que les supporters puissent se maîtriser. Et la CAF ne badine pas, on l'a dit, et le plus dur vient le 24 mars prochain avec cette rencontre face aux éperviers. C'est une rencontre à haut risque. 22, non? Et 22. Il faudrait qu'on fasse... Ça doit être le 22 mars. Non, dernière nouvelle, c'est le 24 mars, ça va se disputer. Ah bon. Et il va falloir vraiment faire très attention au cours de cette rencontre parce que la CAF pourrait même faire rejouer si il a trop de difficultés. Nous n'allons pas en arriver là. Il faudrait que les supporters soient sereins. La victoire serait béninoise, mais il faut qu'on puisse faire les choses de bonne manière parce que le stade Général Mathieu Kékou va subir un toilettage. Il ne faudrait pas qu'au sortir de cette rencontre, qu'on soit encore amené, même si on est qualifié, à voir ce stade pratiquement l'un des rares qu'on a sanctionné par la Confédération africaine de football. Il faut qu'on fasse très attention et je pense que les décideurs du football béninois sont assez avertis. C'est une rencontre à haut risque parce que les visiteurs viennent à Cotonou pour tenter le hold-up. Ça ne va pas être facile, espérons-le, mais sérénité doit être de règle pour cette rencontre. Et maintenant, il faut qu'on se plie, qu'on paye l'amende et qu'on regarde en avant désormais. Oui, regardez en avant. Arnaud Akapo, est-ce que les supporters béninois sont aussi indisciplinés que ça? En fait, lorsque vous suivez, vous lisez un peu les extraits du rapport, ce qui a été fait aussi, quand on était au terrain, quand vous jetez sachet,
lorsque vous jetez, même que le sachet soit vide ou plein, on appelle ça jet de projectile dans le jargon, dans le langage footballistique. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Et aussi, on a vu comment les arbitres ont été estipés, je veux dire. Justement, en fait, c'est au coup de sifflet final. Voilà, c'est comme ça, exfiltré. Ça dit, c'est en quelque sorte. Donc, parce que les supporters étaient surexcités, il y avait... c'est vrai, René Sagou a dit tout à l'heure que l'expulsion de Cesseillon a envenimé la situation. Bien sûr, mais c'est la preuve que même après un match, on peut toujours le perdre. Même après un match, des sanctions peuvent toujours sortir. Et aujourd'hui, le Bénin est dans le collimateur de la CAF. Il va falloir qu'on fasse attention, qu'on tire leçon de ce qui s'est passé pour bien gérer le match du 22 ou du 24 mars prochain. Maintenant, Fidel Lacoji disait tout à l'heure que la sanction est faite. Oui, le Bénin peut toujours, pourquoi pas, faire appel. Il y a toujours des fenêtres pour faire appel d'une décision de la CAF pour, pourquoi pas, alléger la sanction. Oui, on a compris, mais oui, voilà. Maintenant, on avait demandé si le Bénin aussi avait produit des réserves ou des plaintes vis-à-vis de l'arbitre dans le temps. Et si ça a été fait, cela pouvait être des pièces que nos autorités peuvent brandir pour pouvoir, pourquoi pas, demander, faire appel pour qu'on puisse alléger cette sanction. Ce n'est pas les sous, mais seulement pour qu'on puisse voir que oui, il y a des trucs qui s'étaient passés pour pouvoir ne pas alourdir. Je suis d'accord avec Arnaud Akapo dans une certaine mesure, mais écoutez, quand déjà le match est retransmis sur presque toutes les grandes télés du monde, et on a vu la manière dont l'arbitre est sorti du terrain, d'accord? Ce n'est pas qu'on doit forcément faire le rapport, mais déjà quand la CAF voit que, attention, l'intégrité physique des arbitres est menacée, je ne sais pas quel appel vous allez faire pour que ces images soient effacées. Parce que sur ça, là, seule, la CAF peut dire attention, et les arbitres que j'envoie au Bénin ne sont plus en sécurité. Donc, nous sommes tous conscients que c'est vrai, on peut faire appel, on peut revoir la sanction à la baisse. Mais si déjà on voit sur toutes les télés du monde que l'arbitre était obligé d'être accompagné par des policiers, d'accord? Malgré ça, il y a des jets de projectiles, comme vous le dites, même si c'est des sachets d'eau, eux ne voient pas comme sachets d'eau, c'est comme si c'est des projectiles. Imaginez si ces policiers n'étaient pas là. Qu'adviendra-t-il de ces arbitres? C'est ça le vrai problème. Donc c'est pourquoi il dit qu'il va falloir qu'on discipline les supporters. Donc on invite alors le Conseil national des supporters du Bénin. Que préside d'ailleurs. Et puis nous aussi, on a un travail impeccable, on a un travail à faire en tant que média, sensibiliser les gens. C'est vrai, on doit supporter les équipes nationales, on doit supporter notre équipe pour qu'ils puissent avoir la victoire, pour qu'ils puissent gagner. Mais au-delà de ça, il y a des gestes qu'on ne doit pas... Non seulement des propos, dans une certaine mesure, on peut accepter, mais il y a des gestes, lancer des pierres, des projectiles. Non, on ne doit pas, rien. On doit se comporter comme des gens responsables. Même si on nous bat, il va falloir que l'arbitre sur le terrain soit en sécurité d'une manière ou d'une autre. Et là, on dira que, attention, c'est un pays responsable, c'est des supporters. Pas trop excités quand même, ils ont perdu, ils n'ont pas, mais comme René l'a dit, le 22 ou le 24, c'est un match à haut risque. Il va falloir véritablement sensibiliser les supporters béninois. Parce que sur le terrain et en dehors du terrain, il peut se passer beaucoup de choses. C'est un derby, les deux équipes. Bien sûr, et nous sommes dans un monde aujourd'hui où les réseaux sociaux vont très loin. La chose peut ne pas se passer au stade, mais dans les alentours, les gens peuvent envoyer des photos à la CAF, à la FIFA pour dire attention, les Béninois. Donc, c'est pas bien. Donc, il faut vraiment discipliner la troupe. Supporters béninois, alors disciplinez-vous, soyez calmes, supportez votre équipe nationale, conduisez-la à cette 4e qualification à une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations et le jeu sera joué. Vous pouvez gagner sur l'aide de jeu et perdre sur le tapis vert. Donc, que chacun joue son rôle à divers niveaux. Et nous allons parler à présent du handball et cette première édition du tournoi dénommé Foutou qui s'est déroulé le week-end écoulé les samedis 26 et dimanche 27 janvier au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Initiée par la Ligue du Sud de handball du Bénin, cette composition a pour objectif de prôner
le fair play dans les différents clubs qui composent cette ligue dirigée par Eloge Dossou. Et justement, le président Dossou nous explique un peu le concept autour de cette compétition. Chaque équipe du tournoi Foutou est constituée de plusieurs joueurs des équipes de ma ligue. Voilà. Ce qui fait que ça crée un brassage, d'accord, pour pouvoir prôner le fair play, montrer aux joueurs qu'ils peuvent rester ensemble même s'il y a la rivalité du club. Cette initiative, bon, il faut le dire, hein, j'avais tenté quand même de réunir les responsables des clubs de ma ligue pour faire prôner le fair play. Parce que par le passé, il y a eu quelques petits soucis, des soucis liés véritablement au transfert de joueurs, des soucis liés à l'organisation des matchs, des soucis liés surtout à la disponibilité et au comportement des arbitres. Donc d'autres clubs, d'autres équipes pensent qu'ils sont lésés. Et nous avons fait l'effort de réunir les dirigeants de ces équipes-là, de ces clubs-là, pour essayer de ramener la balle à terre. Mais toutes les fois qu'on a tenté de réunir les dirigeants, ça n'a pas pu se faire. Nous avons essayé de voir maintenant l'encadrement technique. Si on n'a pas pu avoir les dirigeants, il faut aller vers l'encadrement technique. Ça a été pareil. Donc on s'est dit, bon, il vaut mieux aller complètement à la base. À la base, c'est de réunir les joueurs. Et nous avons saisi les différents clubs et leur demandé de nous mettre à disposition tous les joueurs de ces clubs-là, ce week-end-là. Donc vous allez constater, il n'y a pratiquement pas de dirigeants. Ils sont venus voir leurs joueurs jouer dans des équipes où ils ne maîtrisent pas. Ils sont venus voir des joueurs évoluer aux côtés des joueurs des clubs rivaux. Vous voyez, et ce qui a créé quand même le brassage. Mais malgré ce brassage, vous avez vu comment le match est dur sur le terrain. Ça prouve que ces enfants ont l'engagement. Et s'ils comprennent ce que nous voulons, s'ils comprennent que nous voulons vraiment prôner le fair play, ça nous arrangerait tous. Les handballeurs et handballeuses qui ont pris part à cette compétition ont apprécié l'initiative de la Ligue et ils se sont exprimés. Suivant deux d'entre eux. Le tournoi Foutou est un tournoi de mélange où il n'y a pas de licence. Donc plusieurs équipes ont été formées. Nous avons fait un mélange au niveau de l'effectif. Nous avons dispatché pour avoir deux équipes. Et les deux équipes se sont affrontées au niveau des dames. Et je vais dire Dieu merci, mon équipe a remporté. Je trouve l'initiative assez belle puisqu'elle a permis à ce que les joueuses qui ne s'étaient pas vues depuis puissent se rencontrer et il y a eu le fair play, il y a eu la bonne entente. Donc je remercie d'abord les initiateurs et je remercie également nos coachs qui ont permis à ce que nous puissions participer. On a composé des équipes mixtes. On a des joueurs de différents clubs qui se sont mis ensemble pour constituer les équipes et jouer ensemble comme s'ils étaient du même club. Je pense que ça a donné du bon résultat parce qu'il y a eu de bonnes synchronisations au niveau du jeu. Tout le monde a joué. Hier par exemple, chaque équipe a joué 3 matchs au niveau des hommes. Donc physiquement, si on a quand même eu un match aussi intense en finale et en match de classement, je pense que c'est parce que l'objectif est atteint selon moi. Les gens ont couru malgré la fatigue et les douleurs, on a tenu. Donc je remercie les organisateurs. C'est une très belle initiative et qu'ils n'hésitent surtout pas à remettre cette initiative les années à venir. Lors du dernier numéro, nous avons reçu sur ce plateau le président du comité d'organisation des états généraux de taekwondo béninois. Il s'agissait de maître Cassien Toïdigla qui nous a annoncé l'événement. L'événement s'est déroulé effectivement le samedi dernier du côté de Majestic à Cotonou. Et en entendant des revenus sur le bilan ou les principales résolutions qui sont issues de ces assises, Anou Akapo, vous étiez présents, nous autres, nous étions sur d'autres fronts. Parlez-nous en une phrase de ce qu'on peut retenir d'essentiel aux sorties de ces assises. On retient que ces états généraux se sont bien déroulés. Toutes les parties prenantes étaient là. On a vu les représentants du CNSOB, le représentant sinon du CNSOBEN, bien sûr, le représentant du ministre, le DSE, Bonaventure Kofi Kodia. Les travaux se sont bien déroulés aussi. C'est vrai, en attendant que Cassien Toïdigla ne vienne faire le point de vive voix, il faut quand même retenir qu'il y a pour les grandes recommandations une commission de vérité et réconciliation qui sera mise sur pied. Deux postes de vice-présidente seront créés pour pouvoir aider le président Jules Victorien Koubleno dans sa mission aussi. Il y a une redéfinition des départements
sinon des compartiments de la direction technique, le recours au sponsoring et puis la contribution des Béninois de la diaspora pour que cette discipline-là sorte vraiment de l'ornière et puisse pourquoi pas amener une médaille olympique au Bénin. Amener une médaille olympique au Bénin, et cela, le Bénin peut compter comme, amener une médaille olympique au Bénin, et le Bénin peut compter dans cette quête de cette première médaille olympique sur un certain Jeudiel Kiki, dont nous avons parlé de sa prouesse dans le numéro passé. Nous passons à un autre art martial. Il s'agit du karaté. Le Bénin était représenté par 2 karatékas internationales béninoises à l'Open de Paris 2019. Il s'agissait de Fridol Tobossou et de sa capitaine en équipe nationale, Océane Ganiero. Les 2 représentantes du Bénin à cette compétition ont échoué au premier tour. Fridol Tobossou, pour sa première participation, a été éliminé par une adversaire bulgare, Civil Nenova, 83e au rang mondial. Fridol Tobossou, quant à elle, est classée 77e avant cette compétition. Et quelques heures plus tard, sa capitaine en sélection nationale, Océane Ganiero, 48e au ranking de la Fédération mondiale de karaté, a été battue 1-7 par une Iranienne. Et il faut simplement dire que c'est déjà bien que ces 2 athlètes soient engagés dans cette compétition, parce que la présence seule, comme on nous l'indiquait en offre il y a quelques jours, le secrétaire général du Comité national olympique, compte beaucoup. Et un mot, René Sagbo, surtout, notamment la prestation de Océane Ganiero, elle qui est à la quête d'une qualification au JO Tokyo 2020. Ben, il faut simplement dire que d'abord, l'Open de Paris est une compétition très relevée et qui permet aux athlètes de pouvoir engranger quelques points pour une éventuelle qualification aux Jeux olympiques. Et nous avons eu Océane Ganiero qui n'a pas fait long feu. Là, il n'y a pas de quoi se décourager. Elle pourra participer à d'autres compétitions, d'autant puisqu'elle est en formation du côté de l'Hexagone. C'est surtout pour Fridol Tobossou qui faisait son baptême de feu. Je pense qu'elle va beaucoup apprendre de ses combats et pour la suite de sa compétition. Elle n'est pas trop en compétition pour les JO. Je pense que c'est Océane Ganiero qu'il va falloir qu'on suive. Et il faut qu'elle soit consciente qu'il faut qu'elle travaille beaucoup pour pouvoir décrocher ce sésame qu'est la qualification pour les Jeux olympiques de 2020. Et là-bas, la compétition est très relevée. Nous avons des pratiquants qui ont des performances d'ordre mondiaux. Donc là, il va bien falloir qu'elle se prépare activement et qu'elle oublie tout de suite l'Open de Paris et qu'elle fasse face aux autres compétitions internationales qui lui permettront de pouvoir engranger des points. Voilà. Oui, Océane était face à la 10e bien sûr, Travat, Kacha, et donc ça n'a pas été facile pour elle, mais comme le disait René Sagbo tout à l'heure, c'est une compétition très cotée. Ça a un coefficient plus 6, vous imaginez un peu. Et donc quand vous y participez, si vous avez 20 points, on multiplie par 6, ça vous fait déjà banalement 120. Et donc c'est dire l'importance de cette compétition-là. Maintenant quand on voit le rang des 2 concurrentes, 48e, 10e. C'est vrai, on va dire que Fridol a perdu contre une adversaire moins cotée qu'elle. Mais bon, voilà, si l'Iranienne est 10e, ce n'est pas rien. Cela n'excuse pas la performance d'Océane Ganiero. Mais toujours dit que c'est bien important de participer à une compétition cotée coefficient 6. Fidèle à Korouya.
Oui, je dirais la même chose que Arnaud. C'est important que les deux athlètes béninois puissent participer à cette compétition. C'est sûr qu'elles ont plutôt engrangé des expériences. C'est sûr que si c'est à reprendre, elles ne feront pas les mêmes prestations, mais ce n'est pas bien grave. Il va falloir que Océane puisse continuer dans cette même dynamique parce que l'objectif, c'est Tokyo 2020. Et Tokyo 2020, c'est pratiquement dans 12 mois. Et pour boucler cette émission, nous allons parler de la vie des associations de presse sportive au Bénin. Le réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, était en assemblée générale ordinaire le samedi dernier du côté de Porto Novo. Et à l'occasion de cette assemblée générale, le réseau s'est résolument engagé dans le journalisme de développement. Suivez cet élément pour plus de précision. Le réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, élargit son champ d'action. Il a scellé un accord avec l'ONG Bénin Alafia, spécialisée dans les actions humanitaires et de développement communautaire, à l'occasion de son Assemblée générale ordinaire 2018. Si la mise en œuvre du plan d'action 2018 élaboré n'a pas comblé les attentes pour les raisons suscitées, il n'en demeure pas moins que cette situation n'ait pas retenu l'attention du bureau exécutif qui, après analyse, a décidé courageusement de changer sa vision et redéfinir ses objectifs pour mener à bon port le bateau réseau des journalistes de sport au Bénin à quelques mois de la fin de son mandat. Et l'un des premiers actes de cette nouvelle orientation est notre présence ce matin dans les locaux de l'ONG Alafia, avec laquelle le réseau compte désormais travailler dans l'optique de sa nouvelle vision, éducation, sport, développement. Cette nouvelle vision participe de l'accomplissement de la responsabilité sociale qui incombe à tout professionnel des médias dans l'exercice de son métier. Pour le président du RJSB, René Sagbo, chacune des deux parties prenantes de ce partenariat sortira grandie. Le partenariat qui est en train de naître avec cette ONG pourrait surprendre, mais nous sommes très avancés, nous avons décidé de soutenir l'ONG Bénin Alafia dans ses activités, dans un partenariat vraiment gagnant-gagnant. Saluant le dynamisme des membres du réseau, le président Mathieu Kakpo exprime les motivations de son ONG relatives à la signature d'un tel partenariat. Qui dit sport dit mouvement. Qui dit sport dit démarche. Qui dit média dit communication. Et qui dit communication dit publicité. Qui dit publicité dit atteinte des objectifs visés à travers ce que nous véhiculons dans les médias. Et c'est cela qui nous motive, nous, au niveau de l'ONG Bénin Alafia. Et ça nous amène à nous engager et à travailler la main dans la main en synergie d'action pour impacter la communauté béninoise via le continent africain. Nous nous sommes dit, si on a la chance d'être aux côtés des journalistes de sport, si on a la chance d'avoir des gens dynamiques comme vous, les membres de ce réseau, pourquoi ne pas saisir l'opportunité? Les délégués ont suivi à cet effet une communication sur la structuration, le fonctionnement et les axes d'intervention de Bénin Alafia, notamment celui concernant la protection des enfants. Par ailleurs, ils ont adopté les différents rapports de l'exercice 2018. Le secrétaire à la coordination de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Ouémé Plateau, Martin Aïhonou, la présidente de l'ONG Grain de Sable Bordeaux, Véronique Thiébaut, et l'une de ses collaboratrices ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'ouverture de ces travaux. Les délégués se sont exprimés à la clôture des travaux. Suivant Michel Essipayon, il est le coordonnateur du réseau au niveau des départements ou au niveau du département de l'OME et il est suivi de l'ancienne trésorière générale Leila Togbe. Globalement que le réseau a désormais son regard tourné vers des actions, je dirais, de développement. Parce que non seulement nous allons parler de sport,
on va orienter nos actions vers le développement, c'est-à-dire on va se rendre utile aux côtés des communautés à la base. Il s'agira désormais de faire en sorte que toutes nos activités puissent impacter la population. Donc je parlerai de jumelage entre sport et action de développement. Et comme cela, on pourra véritablement faire asseoir un réseau fort, un réseau qui se démarque totalement des associations qui se trouvent sur le terrain. On a quitté très loin et c'est heureux de voir que chacun continue de faire de son mieux pour que l'objectif du départ que nous avons eu puisse toujours continuer par évoluer. J'ai dit que je suis très ravie de revoir tous ces visages, de revoir tous les confrères. Et quand je fais un recours à tous les rapports d'activité, le fonctionnement, tout ce qui a été fait depuis jusqu'à maintenant, réellement nous pouvons le dire, ça promet. Nous sommes restés, le réseau est resté égal à lui-même. Et je sais que selon les dits tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de défis. Et je suis confiante que comme les engagements sont restés les mêmes, que nous aurons d'ici là, par la grâce de Dieu, à atteindre ou à réaliser les défis qui nous attendent. Ce ne sera pas facile, nous sommes tous conscients de ça. Mais je crois que chacun a encore pris un engagement ferme afin d'orienter le réseau sur d'autres circuits afin que nous puissions réellement atteindre nos objectifs. Fidèle à Korodia, le réseau des journalistes de sport au Bénin qui s'engage résolument dans le journalisme de développement, c'est une nouvelle vision. Comment vous appréciez cela? Ah oui, écoutez, c'est une très bonne chose parce que en dépit de tout, on doit vraiment œuvrer pour le développement, non seulement pour le développement personnel, pour le développement collectif, maintenant pour le développement du réseau. Maintenant, si le réseau s'engage dans le développement, c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, on ne saurait évoluer en autarcie. Ce n'est pas possible. Et tout ce que le réseau fait, moi, je pense que c'est important, non seulement pour les journalistes, reporters sportifs. Et ce qui me désole, c'est que, c'est vrai, le réseau est là, mais c'est comme si les confrères ici veulent se jouer seuls, veulent aller en secréton. Non, aujourd'hui, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas évoluer, non seulement évoluer seul, mais on ne peut pas aspirer à un développement harmonieux sans être dans la corporation, sans être dans un réseau, sans être dans une association digne de nom. Je pense que c'est ce que la plateforme RJSB nous offre à nous tous. Donc c'est le moment plus que jamais de saisir cette opportunité pour nous faire connaître davantage au pays et pourquoi pas pour nous faire connaître davantage sur le plan international. Quand vous sortez, quand vous allez au Burkina, au Mali, et au Togo, et dans les autres pays, quand vous voyez les associations de reporters sportifs, vous avez la chair de poule. Mais ici, nous avons une plateforme, mais nous semblons l'ignorer ou bien on se dit non, ce n'est pas ma chose, c'est faux. Oui, mais la faute, est-ce que la faute est à ses confrères parce qu'il y a plusieurs associations de presse sportive au Bénin et il y a dites-moi, c'est vrai, il y a plusieurs associations de presse sportive au Bénin, mais elles sont combien à être actives? C'est ça aussi le problème. Il y a des associations sportives de nom. C'est vrai qu'on dit qu'on a une association, mais tout le temps, c'est une seule personne que vous voyez. Bon, bref, on ne va pas faire ce débat. Mais quand on parle de la vivacité des associations sportives au Bénin, on sait celui qui, ou bien celle qui est dynamique. Donc, bref, je ne dirai pas plus. Arnaud Akapo, le réseau qui s'engage aux côtés de l'ONG Bénin à l'AFIA,
pour lutter contre la maltraitance des enfants, pour assurer la protection de ces âmes innocentes? Oui, il faut dire que quand on dit que le journalisme c'est le quatrième pouvoir, il faut quand même que le journalisme joue son rôle de quatrième pouvoir. Et donc, œuvrer pour le développement, c'est déjà très important parce qu'on ne peut pas se soustraire des questions liées au développement, liées au bien-être, et dire qu'on est journaliste. Donc il va falloir que ce partenariat-là apporte son grain de sel. Quand on parle de la lutte contre la maltraitance, c'est un pilier, c'est un volet que vous savez, l'ONU s'y attache depuis des années, s'y attelle. Et donc si le réseau a compris que c'est important d'investir dans le développon, on ne peut que l'accompagner. Donc c'est déjà une très bonne chose. Oui, je ne lui ai pas donné la parole. En premier, c'est à dessein, c'est René Sabo. Il est le président en exercice de ce réseau des journalistes de sport au Bénin. Satisfait du bon déroulement des travaux de l'Assemblée générale qui s'est déroulée le samedi dernier du côté de Porto-Novo, plus précisément au siège de votre désormais partenaire, l'ONG Bénin Alafia. Oui, satisfaction, oui, mais beaucoup plus pour la disponibilité et le quitus, bien sûr, donné par les délégués présents à cette Assemblée générale. On en avait besoin puisque déjà, depuis plusieurs mois, nous étions en discussion avec l'ONG Bénin Alafia, vous l'avez dit, qui s'occupe de toutes les questions concernant la maltraitance des enfants et surtout leur éducation depuis leur détection dans une situation difficile jusqu'à l'université et leur offrir par la même occasion l'espace adéquat de distraction, et ceci passe également par le sport et toutes ses dérivés. Et c'est dans ce cadre, et bien sûr après près de 7 ans d'activité, que le bureau exécutif que je préside a décidé de soumettre cette nouvelle vision et d'orientation d'action aux délégués afin de leur permettre de désormais aller vers ce concept qu'est l'éducation, le sport et le développement. Et au-delà de ce partenariat qui a été noué lors de cette Assemblée générale ordinaire, quelles sont les perspectives pour le compte de l'année 2018, surtout au profit du renforcement des capacités des journalistes et reporters sportifs du Bénin? Ben justement, après la validation des différents rapports, nous avons eu aussi à soumettre aux délégués qui ont donné leur quitus par rapport bien sûr au programme d'activité de l'année 2019. Et cette fois-ci, vous aurez une série de formations, de renforcement de capacités, parce que nous aurons une formation sur le code numérique, une formation sur, bien sûr, le reportage dans l'environnement audiovisuel, et nous allons aussi insérer cette question qui tient à cœur à beaucoup de professionnels de médias aujourd'hui, dans l'environnement GRI, bien sûr, le montage audio et vidéo. Cela ne va pas occulter, bien sûr, les formations avec les fédérations sportives. Nous en aurons au moins 2. Et bien sûr, la grosse innovation qui va bien sûr dans le cadre de notre nouveau concept, nous aurons une série de dépistages par rapport à ces maladies virulentes qui minent aujourd'hui l'environnement de l'homme en général et dans le milieu béninois. Donc, il est prévu pour 2019 une série de 4 dépistages, dont un dépistage par trimestre. On en aura 2 du côté du département de Lomé Plateau et les 2 autres, ça serait vers des villes pilotes. Donc, voilà déjà ce qu'on peut globalement retenir. Et pour les autres questions, ce sont les recommandations des délégués sur le fonctionnement interne du réseau des journalistes. La communication se fera par les voies habituelles, par le bureau exécutif instruit pour exécuter un certain nombre d'actions. Voilà. Oui, le réseau reste dans la même dynamique
pour le compte de cette année 2019. Voilà, c'est la fin de Sport Plus de ce jour. Nous vous remercions pour votre attention et merci à l'équipe technique conduite de main de maître par Joseph Bariga et Christian Mukwena. À la semaine prochaine.